Mesdames, Messieurs, Rien que la Terre, c'est le titre d'un livre que publiait Paul Morand en 1926. Il est également vrai de dire que sans cesse notre Terre rapetisse et que sans cesse le monde s'élargit. Il s'élargit dans tous les sens, dans tous les domaines, de toutes les manières. Presque toutes les découvertes accomplies en ces dernières années ont abouti à reculer des frontières, à éloigner des origines. L'univers est plus vaste qu'on ne l'eût pensé, la Terre plus vieille, l'homme plus ancien, et le monde ne s'élargit pas seulement par la durée et par l'espace. Il s'élargit chaque fois qu'apparaît une nouvelle notion, chaque fois que surgit un nouveau pouvoir. Pour ce qui est de la biologie, il semble que nous ayons dès maintenant achevé d'en cerner les contours dimensionnels. Son domaine, relativement étroit, part du 10 millième de millimètre avec le virus de la variole pour se terminer aux 35 mètres de la baleine bleue. C'est grâce à l'invention du microscope électronique que nous avons pu pénétrer dans le règne des virus. Et nous sommes fondés à penser que nous touchons là à une véritable limite. Impossible d'imaginer avec Pascal que dans le corps d'un ciron de notre univers loge un autre univers peuplé d'autres cirons, et ainsi de suite, à l'infini. Cette conception d'univers emboîtés les uns dans les autres, cette conception d'univers gigogne se heurte à tout ce que nous savons aujourd'hui des conditions de la vitalité. Celle-ci, en effet, nous apparaît comme liée à des structures moléculaires dont la complexité et la masse exigent l'attribution d'un minimum d'espace, qu'on pourrait appeler, sans vain jeu de mots, le minimum vital. Il est donc certain que rien de vivant ne peut, de par son exiguïté, échapper à notre vue. D'aucun progrès technique, nous n'avons à attendre qu'il recule les bornes du monde animé. Tout ce qui vit pourrait être vu par l'œil humain. Toutefois, la biologie continue de s'agrandir sans relâche en tant que science expérimentale, en tant que discipline conquérante et exécutive, pour parler comme le grand Claude Bernard. Et tel est l'aspect de son élargissement qui nous retiendra aujourd'hui. Un œuf d'animal est normalement formé par la conjonction de deux cellules, maternelles et paternelles. Or, chacun sait que nous sommes aujourd'hui en mesure de remplacer, par des agents physiques ou chimiques, l'une des deux cellules, qui est la plus petite, la cellule paternelle. Sur cette génération sans père, on commence d'être un peu blasé. Mais n'oublions pas que les premiers chercheurs qui l'ont obtenu, il y a déjà un demi-siècle, n'en croyaient pas leurs yeux. Dans les graves annales des sciences naturelles, le zoologiste français Viguier ironisait sur l'existence des prétendus citoyens chimiques, fils de Madame Oursin et de Monsieur Chlorure de magnésium. Depuis l'an dernier, elle s'est enrichie d'un mode d'enfantement vraiment original et qu'elle doit aux splendides expériences de Briggs et King sur la grenouille. Au moyen d'une très fine pipette, ils amputent le noyau d'un œuf et ils y introduisent un autre noyau, mais celui-là tiré de l'une des nombreuses cellules qui forment un embryon. L'œuf ainsi recomplété se développe pour donner un être complet, qui aura une constitution héréditaire identique à celle de l'embryon donneur et qui sera donc, par rapport à ce dernier, une sorte de jumeau retardé plutôt qu'un véritable descendant. L'intérêt capital de cette expérience est de faire voir que n'importe lequel des noyaux de l'embryon peut assurer le développement de l'œuf. Jusqu'ici, les recherches n'ont porté que sur des embryons plus ou moins avancés, mais il se pourrait que des résultats analogues fussent obtenus avec des noyaux tirés d'une larve, voire tirés d'un adulte,
Et à la limite, on peut risquer l'hypothèse que toutes les cellules du corps, cellules de peau, de muscles, de glandes, contiennent de quoi faire développer un œuf. En toute cellule d'un être résiderait le principe de l'être tout entier. Nulle parcelle de chair serait détestatrice de vertus séminales. Dans un livre déjà ancien, j'avais envisagé cette stupéfiante possibilité d'octroyer l'immortalité physique à l'individu humain en utilisant la culture des tissus. Qu'un biologiste, disais-je, prélève sur le cadavre frais un petit fragment de tissu, il pourrait en tirer une de ces cultures que nous savons immortelles, et rien ne défend d'imaginer que la science de l'avenir puisse refaire à partir d'une telle culture la personne tout entière. Eh bien, cette prévision est en passe de réalisation. Nous ajouterons que cette nouvelle technique de génération à partir d'un noyau du corps permettrait théoriquement de créer autant d'individus identiques qu'on le désirerait. On tirerait un être à des centaines, à des milliers d'exemplaires, tous vrais jumeaux. On aurait réalisé en somme le bouturage humain, capable d'assurer la propagation indéfinie d'un même individu. Ce qui pourrait être un peu monotone ou dangereux, mais qui, s'il s'agissait d'un Albert Einstein ou d'un Albert Schweitzer, ne manquerait pas d'avantages pour la collectivité. Les hormones, dont chacun a entendu parler, ne fût-ce que par les publicités pharmaciennes, sont réellement des substances d'extraordinaire vertu. Nous tenons en effet dans les hormones sexuelles la poudre de masculinité ou de féminité. Et dès lors que tout organisme contient à l'état potentiel tous les caractères des deux sexes, il suffira de lui administrer telle ou telle hormone pour lui faire extérioriser tel ou tel ensemble de caractères. Aussi rien de plus facile que de susciter à coup sûr dans les laboratoires l'étrange aventure de Robert Cowell, cet aviateur anglais devenu Roberta, après avoir par 2 fois fait ses preuves de Marie Fécond. Non seulement on confère à un animal de type masculin tout l'aspect extérieur du type féminin, et par exemple forcer un faisan doré à échanger son plumage coruscant contre l'aile grise de la faisane, mais encore, sous condition d'intervenir assez précocement, on altère l'évolution des organes sexuels eux-mêmes. Fait-on agir l'hormone durant le développement, on fait naître des intersexués, des androgynes, êtres ambigus, en qui se juxtapose tout ce mélange des attributs de mâles et de femelles, mâles à utérus rudimentaire, femelles affligées d'une prostate. Si l'hormone opère plus tôt, elle inverse totalement la détermination du sexe. Un mâle naîtra d'un œuf déterminé comme femelle, une femelle d'un œuf déterminé comme mâle. Et qui plus est, ces faux mâles ci-devant femelles, ces fausses femelles ci-devant mâles, sont aussi parfaitement imités qu'on les fait enfanter sous leur sexe d'artifice. Chez les salamandres, on a marié des fausses femelles avec de vrais mâles, on a marié des faux mâles avec de vraies femelles. Et de ces unions homosexuelles, on a obtenu une descendance qui est en réalité fille de 2 pères ou fille de 2 mères. Cette expérience a été réalisée pour la première fois par le biologiste Humphrey. Comme l'on pouvait s'y attendre, les mariages entre mâles ou entre femelles donnent une progéniture de type un peu aberrant quant à la proportion sexuelle. Ainsi, de la conjonction de 2 mâles, on ne devra attendre que des enfants mâles, alors que de la conjonction de 2 salamandres femelles, on obtient les 2 sexes, mais une proportion excessive de femelles, parmi lesquelles figurent des femelles extraordinaires, sorte d'hyper-femelles qui, même mariées à d'authentiques mâles, ne pourront enfanter que des filles. Pour terminer, nous ferons allusion à la culture des organes, qu'ont inauguré Carrel et Lindbergh, et à laquelle Wolf vient de donner un nouvel essor, en cultivant des organes embryonnaires de souris ou de lapins et de poulets, réalisant ainsi, selon sa propre expression, le développement en pièces détachées. Il prélève des glandes sexuelles, des tibias, alors qu'ils ne sont que des baguettes de cartilage, des fragments de peau, des yeux, alors qu'ils ne sont que de menus
vésicules translucides attachés au cerveau. Et dans la petite salière qui sert de vase à culture, il voit la glande sexuelle devenir ovaire ou testicule. Il voit s'étirer le tibia. Il voit la peau se hérisser le bourgeon de plume et prendre un aspect caractéristique de chair de poule. Il voit le globe oculaire se pigmenter et se renfler. Dans ce genre de recherche, il y a le rudiment de l'ectogenèse, ou grossesse en bocal, que le romancier Hoxley nous a promis dans le meilleur des mondes. Enfin, rappelons que les pouvoirs du biologiste ne s'exercent pas seulement sur l'individu. Ils affectent la race, la lignée, l'espèce, puisqu'au moyen des radiations pénétrantes, on provoque la formation d'animaux ou de plantes doués de caractères anormaux et transmissibles à la descendance. Et c'est même, soit dit en passant, sur ces faits de mutation artificielle que se fonde très solidement la grand-peur des biologistes en face de la libération de l'énergie incluse dans l'atome. Ce n'est pas seulement la guerre atomique que nous redoutons, c'est la paix atomique. Car nous savons en effet que par là une nouvelle cause de mutation fut introduite dans le monde. Et connaissant aussi que la quasi-totalité des mutations sont détérioratrices de l'espèce, nous sommes tenus de conclure que d'ores et déjà, la science a sournoisement déclaré la guerre au patrimoine héréditaire humain. Nous venons de dresser un bilan sommaire de ce qu'on pourrait appeler les prouesses de la biologie. Est-il besoin d'ajouter que l'investigateur ne recherche pas ce côté un peu spectaculaire, un peu sensationnel, sur lequel nous avons insisté pour faire sentir le pouvoir magique de notre science? Pas une seconde, le biologiste se propose le tour de force. Il ne vise l'exploit pour l'exploit. Il n'est pas un prestidigitateur. Et s'il est amené à se livrer à d'aussi étranges manœuvres, c'est qu'elles sont pour lui l'unique moyen de soumettre à l'analyse les phénomènes que lui offre la nature. C'est grâce aux recherches qu'on vient de mentionner qu'on a pu démonter les manifestations de l'hérédité, de la sexualité, du développement. De tout cela, il ne faut retenir que dès à présent, nous tenons le moyen d'agir sur la chose vitale. Puisque d'ores et déjà la science remplace la cellule séminale, pourquoi demain ne créerait-elle pas la vie? Puisqu'elle crée des races nouvelles, pourquoi demain ne créerait-elle pas des espèces? Ne se rendrait-elle pas maîtresse de l'évolution organique? Ne ferait-elle pas surgir un surhomme? Mais c'est ici le lieu de rappeler que nos réussites, pour éclatantes qu'elles soient, laissent à peu près intactes les formidables énigmes posées par la vitalité. Les trois problèmes cardinaux de la biologie, celui de la formation de l'être, de l'évolution des espèces, de l'origine de la vie, sont à peine effleurés par les chercheurs. Ces trois problèmes, d'ailleurs, n'en forment peut-être qu'un seul, qui celui-là n'est même pas abordé, celui de la nature même de la vie. Aussi estimons-nous qu'après avoir marqué le caractère prestigieux de la biologie, il nous faut maintenant tâcher de faire comprendre ce qu'il reste de superficiel et d'un peu spécieux dans les conquêtes qui sont les siennes. Après le temps d'orgueil, le temps de modestie. Confrontons les pouvoirs restreints de l'investigateur avec l'énormité du mystère où il s'attaque. Sachons réduire à leur juste mesure nos triomphes d'apprentis. Sachons mettre une sourdine à nos ivresses de pygmées. Pour ce qu'elle n'est point, ou si peu, science déductive, la biologie est considérée par certains comme une science mineure. Ils tiennent qu'elle est pour cela une médiocre introduction à la connaissance. Moi, je pense au contraire qu'elle est pour cette raison même irremplaçable dans la formation humaniste d'un esprit. Je pense qu'elle peut apporter un contrepoids aux enseignements des autres sciences qui finiraient par nous persuader que l'univers n'est qu'un immense tableau noir où s'alignent des chiffres et des formules. Je pense que l'étude de ce mystérieux « ce qu'il y a » dont parlait Claude Bernard est faite pour enrichir et nourrir l'intelligence. Science jaillissante, succulente, charnue, sensible, voire sensuelle,
la biologie est complémentaire des dessiccations et des émaciations de la mathématique. Ajouterais-je que dans la mesure où elle est si rétive au formalisme et au symbolisme, elle nous fournit autre chose que l'image réfléchie de notre esprit. Elle nous donne l'occasion d'admirer le réel sans nous y mirer. Elle est la moins narcissique des sciences, celle qui nous délogeant de nous-mêmes, nous amène à rétablir un lien avec la nature et à nous évader de notre solitude spirituelle. Et pourtant, cette biologie, qui met l'homme en relation avec de l'inhumain, elle est bien la science la plus humaine qui soit, par ses implications, par ses applications, par ses conséquences. Avant d'être homme pensant, homme social, homme politique, chacun de nous est homme tout court, et aussi un certain spécimen de l'humanité. Or, la biologie nous éclaire tout à la fois sur la genèse de notre moi et sur la place que tient l'humanité dans le règne vivant. Aussi bien, est-ce que déjà il ne commence pas à s'introduire dans notre vie, dans nos affaires, dans nos mœurs, dans nos lois? N'ai-je pas lu, il y a quelques mois, que l'expertise des sons avait pris en France valeur légale s'il s'agit de prononcer la filiation de paternité? N'est-ce pas grâce à l'emploi de tests biologiques qu'on a pu naguère rectifier l'identité de deux enfants fortuitement échangés dans une maternité? Pour avoir quelque idée de ce que peut être la valeur humaine, affective de la biologie, il faut avoir jeté les yeux sur le singulier courrier que reçoit un biologiste. On le prend pour un magicien, pour un guérisseur, pour un confesseur, pour un ami. Et cela est à la fois comique et touchant, comme tout ce qui sort des profondeurs de l'homme. Il y a de quoi faire méditer le philosophe et exciter la verve des humoristes. C'est un couple qui a perdu une petite fille et qui désirait avoir un autre enfant, mais à la condition qu'on puisse lui assurer que ce fut encore une fille qui, trait pour trait, ressemblait à la première. C'est un homme qui est amoureux d'une mulâtresse et songe à l'épouser, mais à la condition qu'on lui garantit qu'elle ne lui donnera pas des enfants plus foncés qu'elle-même. Ce sont des fiancés qui appréhendent pour la future descendance les effets de la consanguinité. C'est une jeune mariée qui craint de transmettre une cataracte congénitale. C'est un mari jaloux qui, ayant les yeux bleus comme sa femme, s'étonne d'avoir un enfant aux yeux noirs et souhaiterait qu'on le rassurât quant à la faillibilité des lois de Mendel. C'est un homme qui voudrait prouver par l'analyse des sons qu'il n'est pas le père de l'enfant qu'on lui impute. Et un autre qui voudrait par la même analyse s'approprier un enfant qu'on lui refuse. Un amant naïf qui aimerait être autorisé à croire qu'il y a des grossesses qui durent plus de 10 mois. Et les parents qui voudraient à n'importe quel prix donner un peu plus d'intelligence à leurs enfants. Et les enfants qui voudraient prolonger la vie d'un vieux parent. Et les vieillards qu'obsède leur rêve de rajeunir, et tous les mécontents de soi qui voudraient grandir de quelques centimètres, et ceux qui voudraient trouver commode de changer de sexe, cette collégienne qui rêve de Saint-Cyr, ce gendarme qui rêve de layette, et les femmes mûres qui voulant profiter des quelques ovules qui leur restent mendient le moyen d'une fructification in extremis, et les vieilles filles solitaires qui, n'ayant plus d'autre espoir que dans l'insémination artificielle, voudraient au moins qu'on leur procurât une semence d'appellation contrôlée. Non, en vérité... En vérité, ce n'est pas une science comme une autre que celle qui provoque de pareils appels, de pareilles prières, de pareils aveux. Ce n'est pas une science comme une autre que celle qui s'immisce dans le privé, que celle dont les avertissements peuvent influer sur un mariage, sur un amour, sur la création d'une vie. Et nous voici amenés inévitablement à nous interroger sur les répercussions sociales et morales de l'élargissement du pouvoir de l'homme sur l'homme. Conquête et espoir de la biologie. Tel est le thème qu'il m'incombait de traiter. Mais au point d'évolution où nous en sommes parvenus, il n'est plus d'espérance qui ne se double d'une inquiétude. Et je ne songe pas ici à certains inconvénients matériels qui pourraient résulter du progrès. Augmentation excessive du nombre des mâles, quand le sexe des enfants sera à la discrétion des parents. Encombrement du globe par les vieillards, quand on aura trouvé le moyen de prolonger la vie. Je ne songe pas davantage au danger qu'il y aurait d'introduire la volonté humaine dans un ordre de choses où le hasard pourrait être moins à redouter que les intérêts ou les passions. Non, je ne songe qu'à cette espèce de vague malaise que bon gré mal gré nous ressentons, en voyant les méthodes de la science positive toutes prêtes à modifier le statut intime de l'être humain. Désamusé, c'est ainsi qu'Alfred Fabrelus, dans son journal, a qualifié les applications de la biologie.
Non, ce n'est pas tout à fait une amusette que de toucher au fondement de l'être, que d'entreprendre sur la personne, sur l'existence, en dénaturant le naturel et en altérant l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. La biologie, avouons-le, déroute notre sensibilité. Elle ébranle nos racines affectives. Elle perturbe notre climat spirituel. Certes, la physique atomique nous propose des sujets d'alarme autrement pressants, autrement brutaux, puisqu'elle nous menace directement dans nos vies, dans nos santés, dans l'intégrité de nos progénitures. Pour être d'un ordre plus subtil, les inquiétudes soulevées par la biologie n'en sont pas moins légitimes. On frémit, dit le professeur Collin, en pensant que les découvertes biologiques permettent maintenant de manier la vie humaine elle-même. Jamais l'homme, s'écrie le professeur Sandraille, eut aussi peur de lui-même, peur de ce qu'il peut, peur de ce qu'il sait. Sur les craintes que formulent les biologistes, en chérissent les moralistes, les philosophes, les théologiens, sans parler des francs adversaires de la science, qui triomphent malignement, en voyant que nous-mêmes, ces fervents, nous sommes obligés de baisser un peu le ton et de confesser notre souci. Oui, sans rien renier notre foi résolue en la science, il nous faut bien faire l'aveu que depuis quelque temps, des ombres grandissantes viennent ça et là offusquer ces lumineuses promesses. Il n'y a guère, la science ne représentait aux yeux de tous que clarté, espoir, bienfait. Souvenons-nous des paroles que prononçait Pasteur lors de l'inauguration de son institut. Deux lois, disait le grand homme, semblent aujourd'hui en lutte, une loi de sang et de mort, qui, en imaginant chaque jour de nouveaux moyens de combat, oblige les peuples à être toujours prêts pour le champ de bataille, et une loi de paix, de travail, de salut, qui ne songe qu'à délivrer l'homme des fléaux qui l'assiègent. L'une ne cherche que les conquêtes violentes, l'autre que le soulagement de l'homme. Celle-ci met une vie humaine au-dessus de toutes les victoires, celle-là sacrifierait des centaines de mille existences à l'ambition d'un seul. Eh bien, ce n'est pas sans une pointe d'amertume que nous les réentendons, ces sublimes paroles. Car du temps de Pasteur, la situation était claire, nette, sans équivoque. Il y avait d'un côté la science, avec tous ses bienfaits, de l'autre la hideuse guerre, avec tous ses crimes. Et tout le devoir des hommes n'était que de travailler à ce que la science refuse son concours à la guerre, à ce que la loi de vie ne se veuille pas complice de la loi de mort. Sommes-nous déjà allés trop loin pour des hommes? Eût-il mieux valu qu'on ne désintégrât pas l'atome et qu'on n'atteignît pas aux sources de la vie? Serait-il plus raisonnable de bloquer maintenant certaines lignes de recherche pour reprendre haleine et faire réflexion? Mais c'est, je crois, mal connaître l'homme que de l'estimer capable d'une telle prudence. Dans la partie formidable qu'il mène contre la nature, il ne fera pas, il ne peut pas faire Charlemagne, même pour un temps. Sans trêve, il continuera de jouer, si grave que devienne l'enjeu. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que son audace consente à se tempérer de scrupules. C'est qu'il n'oublie jamais, selon l'immortelle formule de Bacon, que la science, si on la prend sur l'antidote de la charité, ne laisse pas d'avoir quelque chose de malin et de vénéneux pour l'esprit. Qu'il n'oublie jamais le respect dû à la nature et qu'il ne s'aventure à y toucher qu'avec mesure et circonspection. Qu'il n'aille pas trop vite, surtout, que laissant mûrir les progrès, il ne s'empresse pas d'utiliser ses menus trouvailles et ne se laisse pas tourner la tête par ses similés miracles, qu'il y regarde à 2 fois avant de vouloir rectifier ce qu'il serait bien empêché de construire, qu'il ne surestime pas l'humain au regard du vital, qu'il songe à la solidité, à la pérennité des œuvres naturelles, de ces belles œuvres naïves et rodées par le temps. J'entends parfois des gens bien intentionnés qui, forts de leur doctrine, projettent de perfectionner les instincts humains, d'éliminer les tendances agressives, de vacciner les nouveau-nés contre l'angoisse métaphysique. J'avoue qu'ils me font trembler, ces embellisseurs de l'humain. Savons-nous à quoi il tient que l'homme soit cette bonne bête dont parlait Renan?
Heureusement pour l'homo sapiens qu'il est devenu celui qu'il est, son assistance et le conseil de tous ses experts, bourrés de dialectique et de vérités absolues. De toute manière, s'agissant de ces graves questions qui engagent tout l'avenir de l'homme et qui ne pourront que gagner en acuité à mesure que s'agrandira le champ de son pouvoir, il faut espérer que de plus en plus une entente se fasse entre tous les hommes responsables. Comme disait le chanoine Tiberghien, les moralistes auront peut-être à se prononcer sur ces questions, mais malheur au monde si consultés ils n'arrivaient pas à s'entendre. Cette urgence d'unanimité morale, cette nécessité de faire l'unité d'âme, elle vaut pour la biologie comme elle vaut pour la physique nucléaire. Que devraient en vérité peser les divergences d'opinion, les écarts philosophiques ou confessionnels ou idéologiques au regard de la communauté des intérêts essentiels dont nous avons la charge, pour conjurer ou atténuer les périls qui sont la rançon des conquêtes? Nous n'aurions pas trop de toute la conscience humaine disponible. L'humanité ne pourra se protéger contre elle-même qu'en se réconciliant d'abord avec elle-même.